RDS et Balco présente le petit paquet. On est reviendu après une pause bien involontaire d'une semaine. Ben oui, c'est une saison rocambolesque en fait pour le petit paquet. Ceux qui pensent qu'on est veg puis on décide là, un certain matin, oh ça me tente pas de faire une émission, ça se passe pas de même. N'oublions pas que nous avons parfois des obligations professionnelles qui s'annoncent à la dernière minute puis on fait notre possible. Avant c'est ça, c'était facile de se réorganiser, de déplacer un enregistrement parce que tu sais on était juste en audio, mais là étant donné qu'on est en studio maintenant avec technicien et tout, ben, ça devient difficile. Donc, on s'excuse pour les gens qui nous attendent impatiemment chaque semaine. Des fois, ça a été difficile, mais là, on est là. C'est ça l'important. On est à la merci de la bureaucratie de notre employeur, mais je reviens avec une surprise. Qu'est-ce qui se passe? Frank nous a déserté. Fait que tout bad pour lui. Il sera pas partie prenante de la surprise. Mais vu qu'on était absent la semaine passée, je vous ai magasiné un cadeau. Qu'est-ce qui se passe? C'est le fun, on se donne de plus en plus de cadeaux dans cette émission-là. Mais pas vous, toi et François, vous, le public. La WWE est en ville à Laval dans le temps des fêtes, le 29, si ma mémoire est bonne. Je vous ai récolté une paire de billets à faire tirer. C'est pas beau, la vie. On n'a pas encore les détails du concours, par contre, mais surveillez la page Facebook du Petit Paquet et aussi de la lutte à RDS, l'émission que j'anime avec Ben Cossette et Jean-François Kelly. On va avoir plus de détails. On va organiser un concours en bonne et due forme, mais je vous l'annonce tout de suite. J'ai une paire de billets à faire tirer pour la lutte à Laval. J'ai hâte de voir. Je me suis dit justement que ça doit être un bon amphithéâtre pour des shows de lutte comme ça qui sont des house shows. En fait, un petit peu moins d'envergure que Raw ou SmackDown. Je pense que l'ambiance risque d'être assez bonne. Et je t'annonce aussi que si toi et Amélie veut venir, j'ai des billets d'extra pour votre présence, si le cœur t'en dit. Ben, je t'annonce que j'avais déjà acheté mes billets. T'aurais dû me dire ça avant, j'aurais économisé 100$. Les suis hier. Bref, ça parle de pas grand-chose. On était absent la semaine passée, fait qu'on a manqué une pochetée d'affaires. Ça l'a pas arrêté parce que là, c'est ça qui arrive avec des émissions le lundi, mercredi, vendredi, les pay-per-view, les trucs entre la semaine, YouTube. Il y a tout le temps la lutte. Fait que manquer 2 semaines, c'est l'équivalent de manquer 3 semaines d'actualité en continu. J'avoue que depuis, surtout que SmackDown est le vendredi, là, ça me fuck vraiment tout dans ma tête. Là. Avant, c'était simple. Lundi, mardi, on faisait le show le jeudi. Il y avait comme une belle continuité, en fait, dans notre consommation de lutte, alors que là, j'avoue que je suis un peu mélangé. Donc, on va avoir besoin parfois peut-être de l'écran d'ordinateur pour nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé, de manière à ce qu'on puisse commenter de façon cohérente. Puis je pense qu'on va essayer de se trouver un fil conducteur dans tout ça, et ce sera TLC qui est ce dimanche. Parce que, il y a encore des événements le dimanche. En plus de tout ça, et là, cette année, c'est un peu spécial, parce qu'on est à quelques semaines de Survivor Series seulement, et TLC est comme arrivé par surprise. Il n'y a pas de build-up à proprement parler. On en parle un petit peu, mais c'est pas non plus un événement rendez-vous. On a comme entendu au travers les branches que la nouvelle approche de Vince McMahon pour les petits pay-per-view, entre guillemets, qui sont pas dans les 4 majeurs de l'année, ce serait de créer l'événement le jour même pour que les gens syntonisent le WWE Network, qui lui-même change sa structure payante aux États-Unis. Ça risque de nous affecter au Canada. Je n'ai pas encore tous les détails, mais il va avoir finalement les volets plus payants, moins payants. Donc, je pense qu'il va vouloir essayer de rallier les gens le dimanche sans dire créer une carte surprise, créer des cartes incomplètes. Et c'est ce qu'on a ce dimanche avec TLC. Donc, on a eu Raw lundi qui a placé quelques pions, mais on n'a que 7 matchs d'annoncés pour la journée de lundi dimanche, avec des rumeurs pour le reste de la carte. On s'entend qu'il y a peut-être des choses qui vont s'ajouter officiellement vendredi. Donc, demain, étant donné que c'est ça le véritable go-home show. Mais ce qui est surprenant, surtout quand on regarde cette carte-là, c'est à quel point il n'y a pas beaucoup de championnats qui sont en jeu. Jusqu'à présent, je pense qu'il y a seulement 2 matchs de championnat qui ont été annoncés, celui de Bray Wyatt puis celui des Kabuki Warriors. Les Viking Raiders ont lancé un défi ouvert à Raw. Donc, c'est un 3e combat de championnat. Leur promo qu'ils ont fait à Raw, c'était pour dire Open Challenge dimanche à TLC. Donc, c'est un combat qui est officiel, mais il n'y a pas d'adversaire. Parce que j'avais compris que le Open Challenge, dans le fond, s'appliquait seulement dans le cadre de Raw. Il y avait les Street Profits, dans le fond, qui avaient répondu à l'appel. Mais bon, tant mieux si c'est du côté de TLC aussi, parce que j'avoue que Viking Raiders, je sais que toi, tu suivais depuis un petit bout
quand il était au Japon et je suis extrêmement impressionné par cette équipe-là. Leurs aptitudes dans le ring sont tellement bien huilées. C'est une équipe qui fonctionne bien. Puis au début, j'étais comme pas trop sûr de la gimmick. Là, on est passé par 8 étapes là, avant de se rendre là, à celle qu'on a actuellement, là, le Viking Experience, à laquelle on avait eu droit à Montréal notamment. Tout le monde ne savait pas trop de quel bord prendre ça. Et finalement, bon, on s'entend que je sais que toi tu restes un fan de War Raiders, là, la mouture originale, mais les Viking Raiders, ça me semble quand même correct. Il y a juste l'espèce de perruque blonde du gars avec le chest tatoué. C'est ça, qui est un petit peu bizarre dans son attirail d'entrée, mais bon, j'imagine que les Vikings, autrefois au Danemark, avaient l'habitude de se mettre des perruques blondes, je sais pas. Officiellement, ils portaient ça avant de s'appeler les Vikings. Puis je refuse leur nouveau nom, là, Eric puis Ivar, je sais pas c'est lequel. Moi, c'est Rope Jensen. Ça va toujours être Rope Jensen, puis Fight Me, c'est ça qui va arriver. Mais oui, ça... Je pense qu'eux autres ont juste inclus ça dans l'attirail, puis Viking, pas Viking, c'est pas important. Parce qu'on sait qu'à NXT, faisait des entrées super élaborées avec le monde, les tambours, tout. Donc, je pense que le mot Viking est plus une accroche pour Vince, puis eux autres font leurs affaires sans trop se badrer dans les détails de c'est-tu accurate? Faut-tu que je regarde la série Viking pour être pile dessus? Nah! Ils font juste kicker des culs puis faire des roulades. Ils le font bien. Ils le font très, très bien. Fait qu'ils vont être sur la gueule de TLC. Moi, je voulais lancer, par contre, avec un autre combat rumeur. Parce que oui, TLC est notre fil conducteur, mais je pense que l'histoire de la semaine à la WWE, c'est le passage chez les méchants de Seth Rollins. Parce que là, on a manqué 2 semaines, donc on a manqué les 2 étapes. L'étape 1 où il était juste, ben là, c'est de votre faute, j'ai rien fait, vous comprenez rien. Et l'étape 2 qui était, too bad, je suis méchant. Puis là, je le dis un peu à la va-vite, quasiment de façon ironique, mais j'ai aimé ça. Fait que, oui, j'ai aimé ça. Il y avait quelque chose dans la mise en scène, une espèce de petit segment dans le garage avec pas minivan, mais le camion, où tu as Seth Rollins avec son hoodie dans sa chaise qui révèle son visage. C'était rien qui réinventait la roue, mais c'était de la bonne lutte classique. T'sais, on avait l'impression, en voyant cette scène-là, d'entendre dans notre tête « It was me, Austin! It was me all along! » Mais c'était Seth Rollins. Il manquait juste son espèce de petit rire, là, narquois. Ça va revenir, ça va revenir, c'est certain. Puis, non seulement cette séquence-là était très bien réussie et Kevin Owens qui a mangé une cibole de volée. J'ai fait rewind à 2 spots, là, notamment quand il se fait donner un coup de porte arrière sur le côté de la tête, puis le curb stomp directement sur le ciment à terre. C'était quand même assez brutal. Et ça, c'était réussi. Et juste après la pause, la promo que Seth Rollins fait pour confirmer donc son passage du côté obscur, c'était excellent parce que la lutte, c'est bon quand c'est crédible, quand les motivations des personnages donc se tiennent. Et là, tout ce qu'il disait fonctionnait bien. Alors, ça n'a pas l'air forcé du tout comme heel turn. C'est fait dans les règles de l'art. Et, ben, tu sais, initialement, quand il était méchant, il y a de cela quelques années, il était aidé de J&J Security, qui était essentiellement 2 petits stooges là, qui servaient juste à se faire barouetter d'un bord puis de l'autre. Mais là, avec AOP, c'est un alignement qui promet. C'est 2 gars qui sont physiquement très, très, très intimidants. Je sais que comme quelques mois, voire quelques années, j'avais proposé, là, je me disais, un alignement à AOP avec Roman Reigns. Il me semble que ça serait cool. Je pense qu'on n'aura jamais droit à ça, mais si c'est Seth Rollins, c'est quand même the next best thing, là, disons. Non, c'est ça. Faut pas tomber dans le piège de refaire de Shield, mais par contre, là, tu donnes des muscles à Seth Rollins, puis tu le dis, ils ont donné une motivation. C'est ça, tu sais. Le speech était bon. Il a plugué le mot turn, une coupe de. Tu sais, c'était un peu méta. C'était un peu. Je vais jouer sa ligne de ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. C'est rare qu'il laisse les lutteurs le faire. C'était probablement, tu sais, c'était écrit, c'était planifié, mais c'est rare quand même qu'ils vont dans ces eaux-là. Puis. Ironiquement, il va sûrement se faire acclamer maintenant qu'il a finalement fait ça. Mais ça va lui donner plus de personnalité. Ça va lui donner plus de personnalité, puis c'est conséquent. Donc, tu sais, ça rappelle un peu, là, vaguement, le turn de Bret Hart en 97, qui était
essentiellement un méchant, mais c'est tout ce qu'il disait. C'est que ça fait 15 ans que je me saigne comme un cochon pour vous autres, puis vous voulez rien savoir, fait que vous êtes juste une gang de pas bons, puis les États-Unis, c'est un gros bol de toilette, puis je vous flush. Fait qu'il revenait au Canada, c'est un héros national. Donc, tu sais, mettons que Seth Rollins, là, il n'y aura pas cette dualité-là, mais il y a peut-être certains marchés où il va arriver, puis il va rentrer comme une tonne de briques, parce que c'est pas juste un méchant du « Ah, je suis jaloux, je veux t'en le dire », c'est je taboute, puis il va quasiment devenir un anti-héros à long terme. Donc, au moins, ça lui donne une belle poussée. Et AOP, ben, gars, c'est un très beau rôle pour eux autres. Ils n'ont pas un mot à dire, ils ont juste l'air badass. Ils ont l'air des jumeaux méchants dans Breaking Bad. Je sais pas si je l'ai déjà mentionné. J'ai pas fait de recherche pour confirmer ça, mais tu sais, ce qui semble être dans la nouvelle gimmick de AOP, c'est que les deux vont parler dans leur langue maternelle. Puis, on dirait qu'ils nous présentent ça comme si c'était la même langue, mais j'ai pas l'impression que c'est la même langue. Ouais, les je deux sais gars, pas, moi non plus. Ça sonne semblable dans la mesure où c'est des langues étrangères, là, je sais pas, de l'Albanie là, ou de quelle région, là, mais semble, normalement, j'ai une assez bonne oreille pour les langues, puis ça n'a pas l'air d'être la même affaire. Fait que, je trouve ça drôle dans la mesure où il y en a un qui dit de quoi dans sa langue, puis l'autre fait comme « Ah oui, t'as raison », mais je pense qu'il le comprend même pas. En tout cas, c'est mon hypothèse. Au début, je pensais que les deux parlaient espagnol. À un moment donné, j'ai dit « Non, je suis pas sûr qu'ils parlent la même affaire », puis probablement pas d'espagnol non plus. Fait que c'est comme... Tu sais, puis là-dedans, c'est t'en as un qui est d'origine canadienne. Ouais, c'est ça, un des deux. Fait que je sais pas où ils vont avec ça, mais oui, c'est clairement quelque chose qu'ils font. Tu sais, comme... T'en as un des Pays-Bas, t'en as un Canadien, mais ils ont clairement une origine autre de leurs parents ou peut-être de leurs grands-parents. Donc... correct, joue-le, puis c'est ça, ils n'ont pas besoin de parler. C'est Seth Rollins, le mouthpiece de tout ça. Donc, il y a des muscles et c'est Kevin Owens qui shine aussi là-dedans. Mais Kevin Owens shine, juste une petite parenthèse pour rebondir sur ça. Bon, là, on laisse les AOP s'exprimer dans leur langue maternelle, entre guillemets, et on permet aussi à Asuka de le faire et à Kairi Sane. Puis on a souvent dit au cours des derniers mois, des dernières années, que quand, tu sais, ça sert à rien de forcer quelqu'un qui n'est pas à l'aise en anglais à faire des promos en anglais parce que ça va être toujours difficile pour le public de vraiment se rallier à cette cause-là. Là, on décide d'y aller all-in dans les langues maternelles, tant mieux. Mais comme tu dis, Kevin est l'exception. Kevin Owens. Oui, mais parce que lui, son anglais est excellent. Il l'a travaillé, puis on l'entend. Quelqu'un qui a une bonne oreille le sait que c'est pas un anglophone, mais il s'est adapté au marché, tandis que t'en as d'autres. Andrade avait le même problème. Il peut pas parler anglais, il y a de la misère. Fait que, essaye pas. Mais effectivement, Kevin Owens risque de briller. Là, c'est sûr que, bon, après un turn, normalement, pour donner un petit peu de traction à cette nouvelle histoire-là, je pense que le booking logique, si on est pour avoir un match dimanche entre Owens et Seth Rollins, ça serait de faire gagner Seth Rollins, probablement pas de façon propre. Il va utiliser AOP, ce qui, en tout cas, c'est souvent un problème, par exemple, chez les méchants. La dernière fois que Seth Rollins était un méchant, et même quand Kevin Owens était champion méchant, de faire ce qu'il appelle des chicken shit, là, heels, c'est-à-dire que c'est des lutteurs qui sont méchants, mais qui vont être peureux un peu puis qui vont laisser les autres faire le travail à leur place. Je pense qu'on serait dû avec Seth Rollins pour avoir un méchant qui est capable de gagner par lui-même, chose qu'on voit pas assez souvent. Mais là, c'est sûr qu'avec AOP dans son coin, je doute un peu qu'on se dirige dans cette direction-là. Non, c'est ça. Il n'y a pas de match de confirmé dimanche, mais là, on a su que Seth Rollins peut lutter. Il y a un petit doigt cassé, mais il va quand même lutter. Donc, ça risque d'être plus un segment ou un mini-combat, un truc avec une intervention. Je pense qu'on a le début d'une histoire. On s'attend vraiment pas à une résolution. Puis là, le Royal Rumble s'en vient en janvier. Donc, tu peux facilement tirer ça jusqu'à WrestleMania en choisissant le chemin que tu veux. Soit par le Rumble ou à l'extérieur du Rumble. Genre AOP coûte le Rumble à KO. Ou KO gagne le Rumble. Il y a 8 façons de le faire. Je pense qu'on va voir ces deux-là jusqu'à WrestleMania s'échanger. J'espère aussi. C'est ça que je vois. Cela dit, il me semble que Seth Rollins pèse pas mal sur le piton CM Punk. Reste à voir Mettons là, que CM Punk, là, lui, il semble avoir fait une croix sur la lutte professionnelle. Mais s'il se fait quand même dire... Si tu reviens, t'es comme dans les 2-3 main events de WrestleMania, peut-être, j'ai l'impression que c'est le genre de choses qui pourrait lui faire changer d'avis, surtout que bon, c'était un des sujets problématiques là, de son côté quand il est parti. Il avait l'impression justement que c'est lui qui faisait tout le travail puis il se faisait bypasser par The Rock notamment au sommet de la carte de WrestleMania. Si maintenant on dit Seth Rollins, CM Punk à WrestleMania, ça te tente dessus?
Peut-être qu'il va dire oui. Et là, ben, ça ferait en sorte que Kevin Owens serait perdant. J'ai l'impression qu'il y a comme 10% des choses, 10% des chances que ça se passe. Mais je pense qu'on ne peut plus, dans la nouvelle réalité des derniers mois, complètement rejeter du revers de la main des scénarios impliquant CM Punk. Non, c'est sûr que non. Surtout qu'il était là cette semaine encore à backstage. Ouais. Il a commenté justement le heel turn de Seth Rollins. Il a lancé quelques petites pointes. Rien pour alimenter une rivalité, mais a été critique de la chose et a été critique de toutes les autres storylines. Donc, critique. Entre guillemets, là, on s'entend, c'est pas non plus des boulets rouges directement lancés. Il est aussi critique que Corey Graves est critique dans son podcast. Off the script, machin chose, n'importe quoi. Donc, il était présent, il a lancé ces boulets-là. Et un truc qui en a surpris plusieurs, c'est parlant de CM Punk qui était à backstage. Il a parlé de Roman Reigns avec Baron Corbin, parce que Corbin était l'invité à backstage. Et Punk a aimé, lui, l'événement de la bouffe à chien. Oui, parce que le gros chien s'est fait nourrir par Baron Corbin et ses alliés Dolph Ziggler et Bobby Roode. Un moment très édifiant. Ouais, c'était mieux que les mascottes, mais ça reste quand même des lutteurs qui attendent de la bouffe à chien sur Roman Reigns, mais tout ça débouche à un Roman Reigns contre King Corbin à TLC, dans un match TLC. Donc, avec intervention, avec tout ce que tu voudras dedans, peut-être même le dernier match de la soirée. La principale question que je me pose avec ce match-là, c'est une question assez technique. Qu'est-ce qui va être accroché en haut du ring? Parce qu'un match TLC, ça se termine avec une mallette ou avec normalement une ceinture qui est décrochée. Là, ils vont décrocher une laisse, genre un collier de chien? Là. En fait, c'est pas toujours. Il y a eu des TLC historiquement que tu finissais ça avec un tombé. C'est juste que tu avais le droit d'utiliser toute la tiraille qui est dans le ring. C'est que le ring est entouré de tables, de chaises puis d'échelles. Je savais pas que c'était une mais possibilité. Ça finissait par un bordel puis un comté. C'est assez récent. Dans les dernières éditions de TLC, il faudrait reculer, mais je pense qu'il y a eu des trucs pas pour des championnats où c'était un combat TLC pour régler des comptes. Puis ça risque d'aller là. Sinon, ils vont mettre un truc figuratif, genre une laisse ou la couronne de Baron, je sais pas. Ou carrément Dolph Ziggler, je sais pas. Un gros sac de genre Purina, là, de bouffe à chien, mais tu sais, de la bouffe sèche cette fois-ci pour faire changement, parce qu'on a eu le droit à la bouffe en canne cette semaine. Ça a l'air que c'était 100% de la vraie bouffe à chien. Ben, ça avait l'air. Mais en même temps, pourquoi tu utiliserais de la fausse bouffe à chien? Là, pas de danger de blessure avec ça pue, c'est tout. Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est maladroit, puis ça a donné des mauvais segments à SmackDown, parce que Baron Corbin, ils ont le don de juste le laisser aller trop loin dans le mauvais goût. Mais ça rend Roman Reigns sympathique. Ouais. C'est ça le pire. Oui, ben ils sont... je suis pas encore au niveau où je suis excité quand je vois Roman Reigns, mais ils ont réussi à, disons, désamorcer le réflexe de haine automatique qu'on avait lorsqu'on voyait Reigns arriver, parce que bon, il s'est fait booker de façon moins dominante, moins à l'avant-plan que lors, mettons, d'un stretch de 3-4 années où la WWE, c'était que Roman Reigns. On a compris que c'était pas ce que les fans voulaient, et là, ben, je pense qu'il est dans un rôle qui l'avantage. Puis, ben, Baron Corbin, il reste un bon employé. Je pense qu'il se fait donner du mauvais matériel, puis lui, il décide d'y aller all-in avec ce mauvais matériel-là. Et je pense qu'il y a quand même une espèce de charisme particulier qui fait en sorte que ben, le mauvais matériel lui donne du vrai heel de lutte. On a eu plusieurs étapes là, dans notre appréciation de Baron Corbin, parce qu'on a appris à le connaître au fil des années. Puis je pense que maintenant, on l'aime pas, mais on l'aime pas pour les bonnes raisons, alors qu'initialement, on l'aimait pas pour des mauvaises raisons. Puis il fait un bon paratonnerre aussi, parce que ton fiel va toujours sur lui, donc on dirait que peu importe contre qui il est opposé. Chad Gable était une figure super sympathique, alors qu'il était dans l'obscur anonymat avant, tu sais. C'est bien d'avoir ça dans ton alignement. Ça t'en prend un méchant que tu cherches pas la nuance, puis oui, ça vient avec l'arme à double tranchant que des fois c'est OK, c'est un peu too much. Mais si ultimement c'est ça son rôle, puis de bien élever du monde. Puis de toute façon, je l'ai dit dans un épisode cet automne, il va main eventer WrestleMania plus tôt que tard. C'est sûr. Comme le méchant, pas fin, peut-être même le champion, qui va aller se faire battre par une figure sympathique, qui va finalement venir à bout de lui, ses alliés, tous ses tours de passe-passe, puis why not?
sa version de la gimmick de roi, sans réinventer la roue complètement, est quand même, correct, ne serait-ce que parce que le costume est différent. Avant, c'était toujours après le même costume, la cape rouge, la couronne en or. Là, il y a quelque chose un peu Game of Thrones. C'est très subtil, hein, l'inspiration Game of Thrones. Mais ça fonctionne bien avec lui. Je comprends juste pas le fait que ce soit Dolph Ziggler et Bobby Roode qui l'accompagnent. Ça, je trouve que c'est un petit peu forcé comme espèce de mini-faction. Mais Baron Corbin, lui, en tant que tel, rien à redire. Il fait ce qu'il doit faire. De toute façon, ça va changer bientôt, ça, on va en parler. Mais cette petite faction-là va pogner un petit nid de poule plus tôt que tard. Sinon, un autre truc de SmackDown qu'on aime beaucoup, parce qu'il raconte de la bonne façon, qu'on aime beaucoup, que j'aime beaucoup, on va voir. C'est toute l'histoire entourant le champion de SmackDown, Bray Wyatt, The Fiend, qui est en rivalité avec Daniel Bryan, son front à Survivor Series, et tout ça continue. Mais là, il a avalé The Miz dans son rayon périphérique, et The Miz, bien malgré lui, et sa famille ont été impliqués dans la rivalité. Et là, The Fiend a décidé que c'était The Miz la victime pour TLC, avec une particularité. Ce n'est pas The Fiend qui va se battre contre The Miz, mais bien Bray Wyatt. Ben, c'est cool, justement. On avait manifesté nos réserves par rapport au match avec éclairage rouge. Là, je pense que ça va faire en sorte qu'on n'aura pas d'éclairage rouge. Donc, c'est quelque chose qui est appréciable en soi. J'ai hâte de voir de quelle façon Bray Wyatt va se battre, parce que c'est un personnage qui est différent de celui qu'on avait connu comme leader de la Wyatt Family pendant longtemps. Je ne sais pas dans quelle mesure son personnage d'animateur d'émission pour enfants, Mr. Rogers, va avoir un moveset qui est différent, si son attitude dans le ring va être différente. Je ne sais pas si on va sentir, même s'il n'y a pas son costume de The Fiend, je ne sais pas s'il va y avoir quand même une espèce... quelconque forme d'une présence de The Fiend en quelque part. Donc, c'est bien, puis ça fait en sorte qu'on n'est pas en train de brûler The Fiend, ce qui était peut-être un problème vers lequel on se dirigeait. On était surexposé. Il faut que ça demeure un personnage spécial pour des événements qui sont espacés les uns entre les autres, et là, on l'a bien compris. Ouais, non seulement on le brûle pas, puis on brûle pas la rivalité avec Daniel Bryan, on l'étire, fait qu'il y a comme deux rivalités parallèles, et j'ai confiance en Bray Wyatt de nous offrir quelque chose de différent, parce que ça fait des mois qu'il nous l'installe. Son personnage de Mr. Rogers porte les gants, écoute ses points des fois avant de prendre des décisions, avant d'être en colère contre ses mascottes. Tu vois qu'il y a une humanité qu'il n'y a pas dans The Fiend. Ça va assurément jouer dans le combat, et j'ai hâte de voir à quel niveau, parce que tu pourrais peut-être même le faire perdre ou passer proche d'eux. Et là, il faut qu'il aille sous le ring, pour le se transformer en Fiend. Oui, c'est pour le championnat. Non, c'est pas pour le championnat. C'est pas pour le championnat? Le championnat n'est pas en jeu, ou du moins parce que c'est The Fiend qui est le champion, techniquement. Donc, je sais pas comment ils vont expliquer ça à la télé, mais tu disais The Fiend va peut-être être présent. C'est ça, il va peut-être avoir un moment où il s'éclipse en dessous du ring, puis il revient en The Fiend, puis là, c'est la fin. Ou il écoute ses mains tout le long du combat, puis il est hésitant, et puis de mise en profite. Mais c'est super intéressant, justement, parce que tu peux aller ailleurs. Et on n'a toujours pas vu Daniel Bryan depuis qu'il s'est fait scalper ou arracher la barbe. Mais c'est vrai, il s'est fait enlever tout son poil. Je pense qu'il va avoir un look différent. Puis j'aime ça que quand, dans une des promos après enregistrées en vidéo, il y a Bray Wyatt qui dit « J'ai autrefois eu une famille », et dans les images, c'est passé rapidement, c'était un flash, mais il y avait Daniel Bryan qui était là. Fait que ça fait en sorte qu'on se demande vraiment dans quelle direction ils vont aller, mais en tout cas, ils ont une bonne base sur laquelle construire quelque chose qui peut justement culminer à WrestleMania. Je pense que, en tout cas, si c'était moi, Daniel Bryan de Fiend à WrestleMania, ça semble assez naturel. Je pense que ce serait assez naturel. Puis c'est là que tu vois que Bray Wyatt, il en mange de la lutte. Il connaît le langage, puis il sait comment exploiter pour le rendre, différent, mais familier. Il va pas si loin que ça. Il fait juste changer les virgules de place, et il amène une super de belle couleur. Puis là, The Miz, on l'avait oublié. Ça faisait un bout que moi, The Miz, il était même pas sur mon radar. Je pense qu'il a pris un petit congé à la maison pour la venue de son deuxième enfant. Il préparait la deuxième saison ou troisième de Miz and Mrs. Fait que c'est comme une façon de le ramener dans loop pour, tu sais, le Rumble, le WrestleMania. Tu veux avoir de Miz dans l'entourage pour tout ça. Puis c'est fait d'une façon qui continue de développer la relation de Miz et Daniel Bryan. Je l'aime pas, mais je le respecte. Je veux me battre pour lui parce que je sais qu'il est important pour SmackDown. N'oublions pas qu'on n'a jamais eu le payoff de cette rivalité-là entre Daniel Bryan et The Miz. Donc là, ça fait en sorte qu'on comprend que c'est pas complètement laissé de côté. Peut-être qu'éventuellement, ça va revenir. Et moi, je suis toujours
très enthousiaste. En fait, je suis toujours très enthousiaste à voir ce que Daniel Bryan, en général, a à offrir. Et donc, peut-être de mise, c'est WrestleMania dans 2 ans. Dans 2 ans. Et ça pourrait être cette année qui donne enfin le Rumble à Daniel Bryan. Ah, il n'a jamais gagné ça, c'est vrai. On le voulait tout. On a hué Roman Reigns jusqu'à plus soif parce qu'il l'a gagné à sa place. Ce qui va finalement l'avoir son Rumble cette année pour aller détrôner The Fiend à WrestleMania. C'est un beau chemin. Est-ce qu'ils vont le prendre? Libre à eux de le prendre ou non, mais à TLC, on va clairement avoir un indice de où ce qui s'en va pour la suite des choses, puis j'ai quand même hâte. Et c'est ça l'affaire, c'est que TLC, on disait, c'est pas beaucoup de combats de planifiés, mais sur papier, la carte à date, il n'y a rien qui détonne. Je suis pas, encore un combat de bouette, ou 8e fois Randy Orton contre un tel. C'est des combats quand même frais, et le reste de la carte qu'on a de confirmé, c'est des combats de lutte. Ouais. Intéressant. Puis je voulais aller du côté d'Aleister Black puis Buddy Murphy, parce qu'Aleister Black, il fait longtemps qu'il attend que quelqu'un cogne à sa porte. Là. Il niaise pas mal tout seul dans sa pièce depuis une couple de mois. Y a-tu collissé une volée à Akira Tozawa cette semaine? Là. Son Black Mass à la fin, le slow motion. Là. Pauvre gars, tu voyais Akira Tozawa encore comme 5 minutes après. Il a encore couché sur le ring, les yeux ouverts, vraiment knock-out. C'était de toute beauté. Et là, contre Buddy Murphy, là, on s'entend, sa tourne est générique, genre son outfit est générique, sa face est générique, mais il est quand même bon dans le ring. Il ne deviendra jamais une super vedette, mais je pense que le match-up est bon avec Aleister Black. Je pense que ça risque peut-être pas d'être le match de la soirée parce qu'il n'y a pas véritablement d'enjeu. Et je pense que c'est clair que Aleister Black va sortir vainqueur de tout ça, mais c'est un excellent adversaire pour lui. Fait que tu sais, un beau petit combat de retour d'Aleister Black dans un pay-per-view aussi, puis finalement, il est sorti de sa petite pièce. On va voir de quoi d'intéressant. Puis sinon, l'autre combat qui va être le fun, même si les enjeux sont flous, c'est, on en a parlé tantôt, les Kabuki Warriors avec Kairi Sane puis Asuka. les méchantes, puis l'équipe un peu improbable de Becky Lynch puis Charlotte Flair, donc la championne de SmackDown, ne mettra pas son titre en jeu à SmackDown dans le pay-per-view. Et Charlotte est un peu sur le pilote automatique / victime des Kabuki Warriors depuis quelques semaines. Donc là, ils vont tenter d'aller chercher les titres par équipe, carrément. Je sais pas où ils s'en vont avec ça, mais c'est un match TLC, donc tout est permis. On va y aller all-in. Normalement, dans les grandes occasions, Charlotte se lève, donc elle va peut-être sortir un peu de son funk, que c'est toujours correct ce qu'elle fait, mais tu sêtre qu'elle s'est moins investie un peu. C'est parce que son personnage n'a pas de dire-ction, elle n'est pas dans une histoire présentement, à part celle-là qui a l'air un peu faite rapidement. J'ai l'impression, Becky Lynch, ça fonctionne encore bien, mais on dirait qu'elle est populaire juste parce qu'elle est populaire. Et peut-être que ça pourrait faire du bien. Là, ça ne se passera pas là parce que son championnat à elle de championne féminine n'est pas en jeu, mais je pense qu'on commence à se rapprocher d'un moment où ça pourrait être une bonne idée de lui enlever ce championnat-là. Cela dit, quand tu regardes le roster de Raw, je sais pas à qui d'autre on pourrait donner ce championnat-là. Il y a Charlotte, mais maintenant, Charlotte, ça fait déjà 10 fois qu'elle est championne. Ça va pas réinsuffler une nouvelle énergie. Tu aurais Asuka sinon, mais Asuka est championne par équipe. Et je trouve que les Kabuki Warriors, au début, j'avais l'impression que c'était comme, on a 2 japonaises, on sait pas quoi faire avec, on va les mettre ensemble avec Paige, puis on va les oublier vite. J'avais pas l'impression que ça allait bien fonctionner, mais finalement, force est d'admettre que je trouve que c'est ce qui a permis à Asuka de retrouver son espèce de dimension menaçante qu'elle avait perdue depuis, je ne pourrais pas exactement dire depuis quand, peut-être depuis que Charlotte avait brisé sa streak à WrestleMania. Et là, on a retrouvé une Asuka qui me donne envie de la voir. La première fois que je l'ai vu utiliser le Green Mist, je suis comme, c'est bizarre, finalement, j'adore ça, le fait que ça soit quasiment dans chacun de ses matchs, pas systématiquement, mais très souvent utilisé. Je trouve que ça fit bien avec son personnage. Et Kairi Sane, quand je voyais qu'on a voulu la mettre méchante, je suis comme, ça va être la catastrophe. C'est un personnage de Walt Disney, cette lutteuse-là. Et finalement, ça fonctionne. Je veux dire, fait que je suis bien enthousiaste, puis j'espère que les Kabuki Warriors vont rester championnes par équipe longtemps. J'ai longtemps vu dans ma soupe, en fait, comment il s'appelle, le Fire and Desire, là, les 2 filles de SmackDown. J'étais sûr qu'elles allaient faire les bonnes championnes par équipe, mais maintenant,
Kabuki Warriors, donnez-leur une run de 6 mois là, au moins. Je pense que c'est vraiment une formule gagnante qu'on a. J'ai peur qu'ils tombent dans le piège de le donner à Charlotte puis Becky pour repousser tout ça. Mais c'est vrai que ça va bien. Puis Asuka peut être la prochaine aspirante de Becky sans nécessairement gagner. Je pense que tu peux tenir la chaise chaude jusqu'à temps que Shayna arrive pour casser la baraque. Donc, tu sais, c'est vivant au moins. La division féminine n'est pas ultra profonde à Raw et SmackDown, mais les histoires d'en haut sont quand même intéressantes. C'est ça. Après elle, c'est genre quoi, Dana Brooke, là, tu sais. C'est Dana, là, ils ont annoncé le retour de Liv Morgan. Qui va revenir dans un nouveau personnage. Un makeover. Alexa Bliss va graviter éventuellement là-dedans, à moins qu'elle soit rendue à SmackDown. Je m'en souviens plus. De toute façon, la frontière est plus étanche parce que Sami Zayn se promène des deux bords. Donc, on ne sait plus où ils s'en vont avec ça, mais ils trouvent toujours le moyen de relancer un petit peu, au moins, le haut de carte. Par contre, à TLC, Bayley sera pas là. Donc, à moins qu'il ajoute un combat à SmackDown vendredi, ce qui n'est pas impossible. Mais pour l'instant, Bayley n'est pas sur la carte. AJ Styles n'est pas sur la carte. Randy Orton non plus. Ils ont leur histoire. Rey Mysterio, champion des États-Unis, n'est pas là. On peut peut-être rajouter quelque chose là-dedans. Et que ça a passé proche qu'on n'ait pas droit à la fin de ce match-là lundi. Aux États-Unis, ils l'ont pas eu. C'est vrai? Aux États-Unis, ils finissent à 11h ferme, tandis que nous autres, ils ont laissé le déborder le 30 secondes de plus, je pense. OK, ouais. Puis ça a l'air que ça a fait une grogne. Là. Ils ont manqué. Aux États-Unis, ça a coupé après le RKO. Genre, t'as eu RKO, il n'y a même pas eu d'RKO, en fait. Il y a eu une feinte de RKO. Oui, c'est vrai, c'est une feinte d'RKO. Fait que, tu sais, ça a coupé très sec. Donc, le règne de champion des États-Unis de Mysterio se poursuit, à mon grand malheur. Donc, peut-être que ça va aboutir à TLC, mais j'ai un peu hâte. Tu sais, je peux pas dire que je vais faire des détours, puis il y a un gros rond sur mon calendrier. Mais si tu me dis dimanche, tu veux écouter de la lutte? Why not? Ça va être une bonne petite soirée de lutte. Et aussi, peut-être une belle mise en bouche pour le Rumble. Parce que là, on va tomber dans la soupe des fêtes. Tu sais, l'épisode de Noël du jour de l'an, c'est jamais les plus édifiants côté histoire. Se faire body slammer dans un sapin, c'est un classique de Noël. Parce que tu remarqueras que j'ai évité une rivalité, mais je le sais qu'ils vont faire de quoi à Noël. Parce qu'il nous manque Rusev puis Bobby Lashley qui vont avoir un combat à TLC. Parce que le divorce, parce que... Honnêtement, commencer Raw avec ça en plus. C'est n'importe quoi. Je t'aboute. Rusev commence à pogner d'attraction en plus. C'est ça qui est le plus ironique. Le monde embarque, mais l'histoire est tellement épouvantable. Puis comme l'attitude de Rusev dans cette histoire-là, ça a comme pas de sens. Puis, genre, il y a eu vraiment un moment dans le début de l'émission de lundi, je suis comme, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je suis en train de regarder Rusev avec un chandail de Picsou, genre se faire crisser une volée pendant qu'il est en train de divorcer. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que, tu sais, oui, je comprends qu'il y a comme un facteur de divertissement qui est assez élevé dans ça. Ça continue de cartonner sur YouTube. C'est les segments qui attirent le plus de visionnement. Mais, tu sais, fais ça à moitié de ton émission. C'est une histoire qui devrait être vraiment secondaire et tu devrais pas ouvrir ton show avec ça. C'est ça qui est bizarre parce que tu avais une grosse histoire qui était naturelle dans l'épisode de lundi qui, si on fait abstraction de ça, était quand même construit d'une façon qui semblait organique là, avec KO qui se promène derrière avec son tuyau de métal puis le heel turn de Seth Rollins. Il me semble que c'est avec ça que tu devrais commencer puis finir ton show. Mais là, on commence avec Rusev Lana puis on finit avec Rey Mysterio. Je trouvais que c'est une petite occasion manquée parce que sinon... C'est ça. Je trouvais que dans la construction de l'épisode, il y avait quelque chose de meilleure qualité que ce à quoi on était habitué. Mais ça, Raw a le même défaut que d'habitude. Il n'y a pas de rythme. Tu sais, on était capable d'extraire des bouts qu'on aime bien pour TLC, mais ça reste une émission de 3 heures. Fait que si j'aime 20 minutes sur 3 heures, c'est longtemps. Puis ça contribue à se trouver le temps. La première heure de Raw, c'est pas écoutable. C'était éternel. Fait que t'es comme... J'ai l'impression d'avoir écouté 4 heures de lutte déjà. Il m'en reste 2. Donc, tu sais, c'est... Je comprends pas la motivation. Puis qui a dit oui à un divorce dans le ring animé par Jerry Lawler? Ben, c'est parce que tu sais, la WWE aime bien ça pour dire que c'est la première fois de l'histoire qu'ils font comme telle ou telle affaire. Fait que oui, le premier divorce, ben oui, mais tu sais, est-ce qu'ils vont faire le premier gâteau aux bananes la semaine prochaine? Puis c'est spécial parce que c'est la première, parce que Raw n'a jamais fait ça. Je sais pas, j'en doute. Mais qui sait, c'est le temps des fêtes, il va y avoir de la bouffe d'impliquer aussi, c'est certain. J'espère que Rusev va avoir un ananas au bout de ça. Parce que là, tu sais, oui, il a l'air d'un cave, mais avoir l'air d'un cave à la lutte,
c'est correct, t'es payé pour, puis ça fait partie de la job. Mais là, sa vie personnelle est mélangée là-dedans. Faut quand même qu'il regarde sa femme frencher un autre gars toutes les semaines de façon très, très explicite. J'espère qu'ils ont promis un anan. Je dis pas qu'ils vont main eventer WrestleMania, mais au moins un semblant de direction pour l'année prochaine où il va être une figure sympathique puis il va avoir un momentum. On lui parce souhaite. que, Seigneur, c'est... Ça doit être bizarre à jouer pour ce couple-là, une storyline comme ça. Oui, c'est beau, l'acteur peut prendre une distance puis t'embarques dans le personnage. Mais là, je m'excuse, je fake divorce à la TV, ma femme... ça fait 1 an et quelques qu'ils sont mariés. C'est pas comme si c'était un vieux couple. Puis en jouant pas que t'es dévasté par le divorce parce que c'est l'échec de ton couple, mais t'es juste comme soulagé. Alors, mais comme t'es soulagé en 3 semaines à peu près, c'est quelque chose qui cloche. Bref, beaucoup de choses qui clochent. Ça, c'est le bout où je vais manger à TLC. Si je regarde en direct, là, je vais aller me chercher un snack parce que j'en ai rien à foutre. Qu'ils battent Bobby Lashley ou pas, ça m'importe peu. Ça se passe dimanche. Puis je pense que ça rappe pas mal la semaine WWE. Et juste une affaire... D'après toi, c'est quoi qu'il y a dans la cage de Eric Rowan? Hey, je sais-tu pas, hein? Moi, je sais que c'est un homard. Ça a l'air d'une petite cage à homard. Peut-être. Son petit homard qu'il adore. C'est clair que c'est une déception. Oui, c'est sûr. Peu importe c'est quoi, c'est une déception. Mais je sais pas, c'est un peu niaiseux. Mais il y a une cage. Et bravo au jobber de cette semaine qui a eu la présence d'esprit de profiter de l'environnement pour pas juste se faire sacrer une volée. Il s'est fait sacrer une volée, mais c'était quand même divertissant. Ouais, puis t'écoutes, on parle de Rowan et de sa cage. Parlons de son body, Luke Harper. Ah, ben oui. Parce que Rowan a sa cage, puis Harper a eu ce qu'il voulait. Lui, il a eu sa libération. Enfin, il va être libéré. La WWE a annoncé cette semaine, la surprise est quand même plusieurs, des libérations de contrats de demandes qui ont été faites, notamment Luke Harper. Ça fait plusieurs mois qu'il a demandé ça. Peut-être autour de WrestleMania, il voulait déjà partir. Donc là, il va être libéré. Il y a une clause de non-compétition, donc jusqu'en mars. Mais là, il est libre d'être chez eux. Il va peut-être faire des dates indie dans des émissions non télévisées. Et dans 90 jours, pourra être embauché peu importe où il veut aller. Là, on n'a aucune idée de ce qu'il va faire. Mais il veut clairement pas être à la WWE. On lui souhaitait, c'est fait. Il n'est pas tout seul, par contre. Sin Cara avait le même souhait. Avait émis ça, je pense, cet été, il était tanné, voulait s'en aller, mal utilisé. Lui, probablement pour retourner au Mexique. Donc, il y a la même clause de 90 jours. Sin Cara devra quitter la E, aller chez eux, ruminer un peu, puis au printemps, va être libre comme l'air. Et sinon, après ça, on a annoncé que The Ascension, parce qu'il existait encore, The Ascension, eux aussi ont été libérés. On ne sait pas si c'est eux qui l'ont demandé ou si c'est juste, hey, on n'a rien pour vous autres, les boys, ciao. The Ascension, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Ben, c'est ça, on les a pas vus depuis longtemps. C'est un produit NXT qui a jamais levé à Raw, SmackDown. Ils ont essayé. Ils n'ont pas essayé. Ils n'ont pas vraiment essayé, c'est ça. Mais ils ont essayé un peu. Leur meilleur moment, ça a été quand ils étaient impliqués dans les histoires de Breezango avec les Fashion Police. D'ailleurs, parenthèse, on n'a pas encore pu voir l'épisode complet de NXT, mais bon, j'ai vu des images un petit peu sur Reddit. Et Breezango qui se réinvente, c'est fini la gimmick de sexy policier. Maintenant, c'est une gimmick de sexy docteur. Avec des infirmières qui leur enlèvent leur culotte. Fait que là, je pense qu'en fait, c'est comme une gimmick général de sexy profession. Fait que ça va peut-être être sexy professeur qui sait la semaine prochaine. Mais, tu lui donneras des notes. C'est de même que tu fais ça, le sexy professeur. C'est ça. Avec mon beau chandail de Ligue de Balmol. mais puis tu sais, je veux dire, à NXT, c'est leur place. Ils sont super. Ils pourraient jamais être aussi over à SmackDown ou à Raw qu'ils peuvent l'être à NXT. Je sais que pendant longtemps, Tyler Breeze, c'est donc son objectif de graduer de NXT pour aller à Raw. Finalement, avec peut-être 3-4 ans qui s'est passé depuis, je pense qu'il a fini par réaliser que c'est bien plus agréable et confortable et gratifiant même d'être à NXT. Surtout avec le prestige que NXT a accumulé au cours des dernières années. Ben oui, surtout que là, NXT a le vent dans les voiles, vont sortir de Full Sail bientôt, vont avoir plus d'événements spéciaux, fait que c'est plus rendu une démotion. T'es à NXT, t'as une belle place dans l'organigramme. Je suis surpris qu'ils n'aient pas essayé The Ascension là, tant qu'à les faire rien faire pantoute. Mais bon, ils sont libres comme l'air. Je pense pas qu'ils vont rebondir si fort que ça sur la scène indépendante, parce qu'on les avait pas tant vus avant. C'était correct à NXT. J'avais pas haï leur règne de champion par équipe, mais c'était avant qu'NXT commence à vraiment lever. Donc,
championnat par équipe dans ce temps-là, c'était plus tranquille. Donc, The Ascension, c'était une belle équipe, rien de malade. Ils sont plus là. Moi, Luke Harper, j'ai hâte de le revoir pomper quelque part. Beaucoup d'amour pour Luke Harper de la part du vestiaire de WWE sur les réseaux sociaux. On voit qu'il était très, très, très apprécié de ses collègues. Ben, c'est un vrai, c'est un homme de famille, mais c'est aussi un gars qui a mangé de la scène indépendante pendant des années. Brody Lee. Brody Lee, il est dans la fin trentaine. Tu sais, le gars, il a du millage. Je pense qu'il veut juste avoir une belle dernière run pour finir ça en beauté, puis après ça, s'en aller chez eux, puis se partir à une école de lutte ou whatever. Tu sais, le gars mange la lutte, puis là, il est comme sur le banc depuis un bout. Fait que c'était plate pour lui. Là, tout le monde est juste content de « Hey, vas-y, on pense pas que tu vas être une super vedette puis millionnaire, mais tu vas avoir un peu de fun, puis revoir tes amis sur la scène indépendante, puis refaire une coupe de spot show là, où je voulais affronter un tel, ben je vais pouvoir. » Ça va être cool pour lui, puis je pense qu'il va être bon. Il va être de bonne humeur, il va être meilleur que jamais, parce que la dernière fois qu'on l'a vu, je pense que c'est dans la fin de semaine de WrestleMania, il avait affronté un gars de NXT, là, de Dominic Dijakovic dans les trucs de World Cup. Ah oui, c'est vrai. Dans le match Eric Rowan contre Roman Reigns, il est revenu aider. Là, ça m'a remis la toune des Bludgeon Brothers dans la tête pendant une soirée. Mais ça a été, on se disait, bon, ben peut-être que c'est le retour de cette équipe-là, mais finalement, non. Il a été là une semaine ou deux seulement. Souvenons-nous, par contre, il y a peut-être 2-3 ans, des 2 semaines durant lesquelles on pensait que Luke Harper allait devenir l'aspirant au championnat WWE. Il était super over pendant 2 semaines. Finalement, ils sont pas allés dans cette direction-là, puis ça a été la fin. Donc, il est libre comme l'air. Sinon, au département des nouvelles, on parlait tantôt de Bobby Roode avec Dolph Ziggler. Ben, Bobby Roode s'est fait suspendre, le petit parfum. Pas très glorieux. Ouais, donc suspension, c'est 30 ou 60 jours? C'est 30 jours pour le Wellness Policy. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais 30 jours de suspension. Avec un des 2 colons aussi. Ouais, lequel, je ne sais plus. Je pense que c'est Primo. Peu importe. Je ne savais même pas qu'il était encore là, les colons. Non, c'est ça. Ben, ils sont un peu dans la même situation que The Ascension. Ouais, donc une suspension qui sort un peu de nulle part. Regarde, il va être en break pendant le mois de décembre. On va le revoir en janvier pour ça. Sinon, écoute, on a eu les émissions mercredi hier. Je dois t'avouer que j'ai pas vu grand-chose. Puis c'était pas une grosse semaine. Fait que j'ai le goût d'aller un peu vite. Par contre, NXT s'est passé des trucs intéressants parce qu'il fallait déterminer un aspirant à Adam Cole. On l'a pas vu. Parce que nous, on ne l'a pas avant le jeudi soir au Canada, mais évidemment, on a vu le résultat d'un combat entre Keith Lee, Finn Balor et Tommaso Ciampa pour affronter Adam Cole la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc, c'est pas un combat de pay-per-view. Et on garde-tu la surprise aux gens ou on le dit c'est qui a gagné? Ben, on peut garder le... Ben, à quoi qu'on sert si on garde des surprises? Ouais, à quoi qu'on sert? C'est Finn Balor. Finn Balor contre Adam Cole la semaine prochaine. Garde, peu importe c'était quoi le résultat, ça allait être un fou combat parce que les trois voulaient le voir. Je trouve ça un peu risqué de donner la défaite à Keith Lee. C'est lui qui a pris le pin de Finn Balor parce que Keith Lee est un agent de destruction massive là, depuis un mois. Mais regarde, je lui fais confiance. Finn Balor aussi, ça va super bien depuis qu'il est revenu à NXT. Donc là, on a Cole, Finn à la télé. C'est clair, ça sera pas propre. Donc ça va peut-être juste être un agace-cul pour le prochain coup où ils vont se rencontrer. Un agace-cul? Ouais. C'est quoi cette expression? Hey, je vais voir des hashtags agace-cul toute la semaine sur Internet. Mon côté région ressort des fois. Fait que c'est ça. Donc, NXT va toujours être la fun. C'était une grosse émission pour ça. Hey, ok, ça va aller. Ça va aller. C'est NXT, nouveau champion des Cruiserweight aussi, mais je m'en fous un peu. Mais Monsieur non, mais c'est quand même cool. Ce que j'ai vu, c'est quoi? Angel Garza, qui s'appelle ce gars-là. Hey, le gars, il gagne la ceinture, puis qu'est-ce qu'il fait tout de suite après? Il invite sa blonde dans le ring, puis elle demande en mariage. Écoute, comment ne pas l'aimer après ça? C'est-tu pas touchant, rien qu'un peu? Ça me dit pas c'est qui, par exemple? Ouais, c'est ça. Non, ça serait pas agace-cul. C'est juste touchant. C'est juste touchant? Je maîtrise pas encore l'expression. Je vais travailler sur ça. Je te l'expliquerai hors d'onde parce que ça implique des affaires qu'on je peux pas dire en ondes. Okay. Du côté dans l'Elite Wrestling, eux autres aussi, c'est un mercredi comme correct. C'est une petite semaine. Par contre, on a avancé les pions. MJF a finalement dit oui à Cody, mais il veut le faire souffrir. Fait que là, on installe Cody MJF pour plus tard parce que Cody affrontait le BBB. The Butcher and the Blade and the Bunny. Ouais, c'est ça. Un drôle de nom de clan, mais regarde, c'est BBB. Ah oui, il s'appelle officiellement le BBB. Je sais pas si, dans les reviews que j'ai vues sur Internet, tout le monde disait BBB. Je sais pas si c'est quelque chose qui essaie de coller, là, mais regarde, c'est The Butcher and the Blade and the Bunny. J'ai pas, depuis le début de AEW à la télé, j'ai jamais regardé un épisode du début à la fin. Et là, cette semaine, je me suis dit, bon, regarde, j'ai le temps, ma blonde décide de prendre un bain, là, je peux me concentrer sur ça. Et c'est plate à dire, mais j'ai pas été capable de l'écouter en continu
à cause de la quantité de problèmes techniques qu'il y a eu dans l'émission. Je sais pas si c'est comme ça à chaque semaine, là, mais pendant que je regardais, 3-4 fois, l'écran vire au noir, puis on continue d'entendre le son. Des fois, c'est le contraire, il n'y a pas de son. Ils nous montrent des promos dans un split screen, mais on n'entend pas le son de la promo. Un moment donné, ils nous annoncent leur prochain pay-per-view, le Revolution, au mois de février. Ouais. Mais comme la slide qui annonce le pay-per-view est restée à l'écran pendant vrai comme 4 minutes et demie. C'est une slide même pas animée avec la tune qui joue, même pas de commentateur par-dessus. Fait que j'ai switché avec le hockey quand même pas mal souvent, mais j'ai quand même trouvé, quand je revenais à AEW, des bons moments. En fait, qu'est-ce que je trouve cool? Puis peut-être que la WWE fonctionne aussi comme ça, mais on s'en rend plus compte tellement on est habitué de voir leurs produits. Mais j'aime la dynamique globale dans la mesure où ils ont bien établi plein de petits groupes et ils trouvent des bonnes façons de faire interagir tous ces groupes-là, ce qui fait en sorte qu'il n'y a jamais comme juste 2 histoires qui sont racontées. Il y a toujours à peu près comme 25 histoires potentielles et tous les lutteurs ont des raisons de se battre contre d'autres lutteurs parce que, tel autre lutteur a du beef avec son ami, fait que là, il faut que tu ailles défendre ton ami. Parce que je trouve que c'est quand même bien fait de façon assez organique. Et je dois dire, Luchasaurus, c'est dur de pas aimer ce gars-là. Genre, il y a la shape de Kane à peu près, Kane en 98 là, à peu près, puis avec une gimmick complètement ridicule, mais qui fonctionne bien. Son match avec le Spanish God, Spanish God, donc Guevara, c'est ça. C'était excellent, bon match-up. J'ai bien aimé. Ben oui, puis là, tu installes Chris Jericho contre Jungle Boy parce que Jericho veut une victoire facile pour finir l'année. Comment? Je suis champion, je vais padder mes stats un peu. Ah oui, le TQ. Mais là, Jungle Boy, il fait un faux compte de 3 dans l'émission. Fait que, tu sais, il n'y a jamais aucun détail. C'est pas tout le temps génial. Mais au moins, tu le sens qu'il planifie des affaires. Puis tu le disais, tout le monde se croise. Puis, tu sais, Luchasaurus croise Sammy Guevara, fine. Mais oui, c'est parce que Jungle Boy va aller croiser Jericho. Puis après ça, il y a un combat par équipe qui va s'installer. Fait que, tu sais, c'est niaiseux, mais t'as 4 semaines de télé qui s'écrit tout seul, juste comme ça. Puis si tu le fais 3 fois avec différents groupes, j'ai un mois de TV, mon 2 heures est rempli, puis j'ai pas forcé la note, c'est pas des trucs imposés, les gens sont pas dérangés parce que c'est toujours la même chose. Il y a une petite variation. Tu sais, t'as terminé l'émission avec les Young Bucks contre Santana puis Ortiz. Tu sais, oui, on les a déjà vus se frotter un à l'autre, mais là, c'était le match Street Fight entre eux autres, puis tu relances les Young Bucks en même temps. Fait que là, c'est comme... Tu sais, c'est pas révolutionnaire, c'est juste que ça paraît que All Elite, c'est des lutteurs à la base, puis ça vient de frustrations qu'ils ont accumulées avec d'autres promoteurs, avec d'autres façons de faire. Donc, tu sais, ils sont loin d'être parfaits, tu l'as dit, il y a des problèmes techniques, il y a des trucs qui passent un peu moins bien, mais ils ont clairement la direction de « je veux pas faire les choses comme j'aimais pas que ça se faisait », avec l'apprentissage qui vient avec, forcément. Et là, on a un pay-per-view d'un mois et demi, février. 2 mois même, c'est fin février. Donc, tu sais, ils ont le temps d'installer tout ça. Il va y avoir la Cruise of Jericho avant ça. Donc, c'est clair que la Cruise of Jericho, il tourne un épisode, supposément, de Dynamite sur la Cruise. Mais là, il va y avoir du boblé. Il va y avoir Jericho en fin. Un spa rempli de boblé. C'est ça. Là, tu mets Jericho avec des rockstars, du boblé et un bateau. Ça va faire de la maudite bonne TV, ça. Là. Donc, tu sais, c'est pas un rendez-vous incontournable. Je peux manquer All Elite sans me sentir mal de l'avoir manqué, mais je vais quand même jeter un coup d'œil puis je suis content d'y revenir. Tu sais, cette semaine, t'avais un combat par équipe avec Omega puis Hangman Page. C'est pas un grand combat, c'est correct, là, mais... sont là, sont présents. Ça permet de voir Omega de façon plus régulière, alors que quand il était au Japon, il fallait être abonné à New Japan, puis il se battait pas de façon si régulière. Fait que là, c'est le fun d'avoir notre dose presque hebdomadaire de Kenny Omega. Je pense qu'il n'y a personne qui est fâché de ça. Très le fun. Puis le pack, il tourne autour. Il veut avoir son 3e combat, sinon il va se venger. J'ai comme le coup qu'il se venge, plus qu'il y ait un 3e combat. Ça a l'air que dans le prochain épisode de AEW Dark, il y a un stare-down entre Pac et Orange Cassidy. S'il y a bien de la télévision à ne pas manquer, c'est ça. Ben, de l'Internet à ne pas manquer, là, passer sur YouTube. Sinon, John Moxley tourne encore autour de Jericho. Ça va venir plus tôt que tard, cette affaire-là, parce que je pense qu'ils vont juste les tirer un petit peu en attendant le pay-per-view. Et, tu sais, All Elite, c'est bon,
Mais là, je pense qu'on peut, sans dire prendre une pause dans l'Elite, avec le décembre et janvier, c'est le temps de leur retourner à la New Japan. Et voilà, là, il y a des gens sur Internet qui vont être contents. Lien là, parce que je voulais prendre Jon Moxley comme lien, parce que c'est ce qui m'a ramené un peu à la New Japan cette semaine. J'en ai pas écouté beaucoup. Je me suis tenu au courant, mais un des combats qui a été annoncé, qui n'était pas sur la carte, qui va être à Wrestle Kingdom, c'est Jon Moxley contre le champion des États-Unis, Lance Archer, dans un Texas Deathmatch au Tokyo Dome. Fait que Moxley y retourne finalement. Il n'avait pas réussi à y aller cet été à cause des conditions climatiques, qui est un bordel, puis il s'était blessé. Fait qu'ils ont fait OK, c'est beau, je n'irai pas. Je drop ma ceinture US. Donc là, il va essayer d'aller la rechercher. C'est quoi un Texas Deathmatch? Tokyo, pourquoi il ne faut pas un Tokyo Deathmatch? Parce que Lance Archer est texan. C'est le championnat des États-Unis. Et toi, puis tes réponses convaincantes à mes questions. J'en ai-tu des réponses à toutes tes questions? Donc, tu sais, Jon Moxley se retourne au Japon faire un combat sans règles. Ça peut être n'importe quoi. Lance Archer a vraiment une belle séquence depuis 6 mois en plus. Donc, ce combat-là... C'est genre la première fois que j'entends ce nom-là. Je pense Lance Archer. Ben, Lance Archer a sorti dans le G1 cette année. Ça fait longtemps qu'il est là, que c'est juste le gros gars. Il était en équipe des fois. Tu sais... Il détonnait pas tant que ça, mais il y a eu un super de gros G1. Il y a eu des combats 4-5 étoiles contre à peu près tout le monde. Puis là, ils ont donné le championnat des États-Unis avec un personnage plus violent. Là, il exploite le fait que le gars mesure 6 pieds 8, puis ça détonne sur tout le roster de New Japan. Fait que c'est un Texas de grip dans le front. Puis ils ont un gros powerhouse, puis il est quand même agile. Donc, il utilise ça vraiment bien. Puis là, Moxley s'en va dans ses pattes pour gagner. Et le gagnant de ce combat-là se pogne contre Juice Robinson le lendemain. Parce que la particularité de Wrestle Kingdom cette année, c'est 2 soirs. Donc, pas juste une soirée, c'est 2 événements back-à-back, 2 jours consécutifs, parce que tu as, dans le fond, le championnat du monde et la première soirée entre Okada et Ibushi. Et le lendemain, le gagnant du championnat du monde affronte le gagnant du championnat intercontinental pour un titre contre titre, et le gagnant garde tout. Donc, peu importe qui, la fin de Wrestle Kingdom, le 2e soir, c'est champion contre champion, puis le gagnant garde tout. Mais c'est là le suspense, parce que le premier soir, tu as Okada contre Ibushi pour le championnat IWGP, et tu as Naito contre Switchblade Jay White pour le championnat intercontinental. Donc, tu peux... Dans ce quatuor-là, tu peux refaire un Okada Naito, tu peux faire un Naito Ibushi, tu peux même faire un Jay White Okada à la limite, ce qui serait le résultat que j'aimerais le moins, mais tout est sur la table. Puis ça fait 1 an que Naito disait « je vais être double champion ». C'est peut-être comme ça qu'il l'amène. Peut-être qu'il perd en essayant d'être double champion. Côté suspense, ils se sont remis sa traque pour réinvestir les gens, parce que Naito était comme sur le banc un peu depuis une couple de mois. Donc la carte de Wrestle Kingdom est pactée. Là, Hiromu est revenu. Hiromu est revenu. Donc il va avoir un combat à Wrestle Kingdom. Il était dans le ring, il était présent. Il est aussi fou que d'habitude, ça n'a pas de maudit bon sens. Jericho revient, il s'en va affronter Tanahashi. Le Painmaker affronte Tanahashi le premier soir de Wrestle Kingdom. Donc tu sais, j'ai 2 galas de lutte à 3 heures du matin. Je sais pas s'il va avoir son championnat AEW sur les hanches, étant donné que les relations de travail ne semblent pas super positives entre les deux fédérations. Elles sont pas super positives, mais historiquement, la New Japan, le championnat ROH a été défendu, le championnat Rev Pro britannique est défendu. Fait, ils n'ont pas de problème à laisser les autres ceintures, mais là, All Elite, il y a Moxley et Jericho qui vont être là. Est-ce que c'est le début de quelque chose où il fallait qu'ils finissent des contrats qu'ils avaient déjà signés avec eux? Mais tu sais, juste pour nous, l'amateurs de lutte, au-delà de la politique, Jericho Tanahashi, ça va être fou raide. Je te parle même pas de tous les combats par équipe et junior. Ospreay va être sur la carte. Les Guerrillas of Destiny aussi ont une belle fin de saison. Evil Sanada ont un gros World Tag League, mais c'est pas eux qui l'ont gagné. Fait que, ils ont du momentum là-dedans. C'est toujours bon, Wrestle Kingdom. Vous n'êtes pas familier avec les histoires, là? Attendez une semaine ou 2. Il va y avoir les petits vidéos package sur YouTube et tout ça pour vous rattraper. Là. Puis si c'est votre occasion qui vous manque de sauter dans le bain de la New Japan, c'est le temps. Parce que je pense pas qu'on va avoir le temps d'en parler la semaine prochaine. On va faire un épisode différent. Fait que je vous en parle là. C'est 2 soirs. C'est aux petites heures du matin, c'est un peu désagréable, mais si vous avez des enfants, vous êtes debout à 5-6 heures anyway. C'est ça. Donc, levez-vous. Une sieste en après-midi. Ben oui, ça vaut la peine. Honnêtement, ça vaut la peine. C'est difficile de regarder d'un bout, écouter-le en rattrapage, c'est pas grave, c'est en ligne 1 heure ou 2 après sur New Japan World si vous ne l'écoutez pas en direct. Moi, ça me rallie.
j'ai comme pris une pause un peu New Japan, j'ai pris ça plus relax, et là, je vois la carte de Wrestle Kingdom se dessiner, tous les potentiels, les affrontements qui peuvent arriver. Et c'est parce qu'avec l'arrivée de la AEW, à un moment donné, on peut pas tout regarder. C'est ça. Je manque de temps. Je néglige beaucoup la ROH puis d'autres fédérations comme ça. La New Japan en a souffert aussi un petit peu, tandis que là, il n'y a rien sur cette carte-là qui me parle pas. C'est la fin de Yushin Thunder Liger aussi. Ouais. Ça va être des combats par équipe moins intéressants, mais il va quand même être là. C'est son dernier Tokyo Dome. C'est le WrestleMania du Japon. C'est le deuxième plus gros pay-per-view de l'année dans le monde de la lutte. WrestleMania va toujours rester un. Tu peux pas. C'est la crème de la crème, autant pour le fan moyen que pour le... C'est le rendez-vous, mais Wrestle Kingdom, c'est gros. C'est 30 000 personnes au Tokyo Dome, puis tous les meilleurs lutteurs au monde sont là. C'est pas compliqué, là. Puis le fait de faire ça en 2 soirs, c'est sûr que ça a peut-être des désavantages, mais ça risque de faire en sorte que chaque gala va être d'une durée raisonnable. Je pense qu'ils vont couper un petit peu, peut-être 1 heure de chaque gala, mais c'est surtout que tes enjeux sont concrets, parce que là, même la première soirée, tu sais, Okada Ibushi, au début, tu te dis, OK, le gagnant de ça est champion pour les 6 prochains mois, puis tu sais, c'est le début d'un push. Peut-être pas. Peut-être qu'Okada gagne là pour aller perdre le lendemain. Fait que tu sais, ça te remet tout de suite en mode excitation. T'as comme 24 heures pour te revirer de bord et espérer le match-up du lendemain. Fait que moi, j'aime ce côté-là du « Ah ouais, OK, j'ai une double dose d'intrigue. Tu peux me lancer des courbes. Tu peux me surprendre avec des résultats que je ne voyais pas venir ou des fins de match un peu en imbroglio qu'il faut que tu règles le lendemain. Il y a un beau potentiel que peut-être la WWE devrait explorer. Moi, je pense que WrestleMania devrait se faire sur 2 jours aussi. Ben, c'est ça que je voulais. Samedi, dimanche. Tu fais NXT le vendredi, WrestleMania samedi, dimanche. Il devrait prendre des notes. Là. Si ça marche bien, c'est la première fois que Wrestle Kingdom va le faire. Si ça marche bien, moi, je prendrais des notes. C'est parce qu'ils aiment ça, avoir comme un gros événement, une grande messe. Peut-être que ça diluerait un petit peu le hype d'avoir ça sur 2 soirs, mais ça rendrait ça plus facile à suivre, là, en fait, pour les gens qui se déplaceraient. Puis dans des marchés, mettons, comme New York, où l'année passée, les billets se sont vendus comme ça. Si tu as 2 shows, ben, tu fais 2 fois plus d'argent avec tes ventes de billets. Fait que, ça serait logique, quitte à en vendre 10 000 de moins chaque fois. Mais 2 fois 60, c'est plus qu'une fois 70. Ben, c'est ça. Hein? Matt 101. T'évoquais Okada tantôt. C'est-tu lui le lutteur de la décennie? La décennie? Je veux pas de réponse. Peut-être qu'on va parler de ça la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai ça. On finit l'année, on finit la décennie. Ben, c'est ça. On mijote là-dessus. Cogitez bien tout ça. N'oubliez pas le concours que je vous ai déniché. Je vais vous donner les détails probablement cette semaine. Sinon, TLC dimanche. Je sais pas ce qui se passe dans la lutte au Québec parce que j'ai pas regardé. Minute culturelle. Minute culturelle. Il doit pas avoir encore beaucoup de salles de cinéma au Québec où c'est possible de le voir, mais en tout cas, cinéma vaut bien, c'est encore le cas. Le film Parasite de Bong Joon-ho. Si je ne m'abuse, c'est ça qui nous avait servi de host, qui était excellent, mais aussi Snowpiercer, qui était peut-être plus accessible parce que bon, c'était avec Chris Evans, notamment dans le rôle principal. C'est le film qui a gagné la Palme d'Or à Cannes. J'ai vu ça la fin de semaine dernière. Il y a un gros hype autour de ce film-là et le hype n'est pas surfait. C'est absolument sensationnel comme film. Il y avait eu un moment, il y a peut-être une dizaine d'années, où il y avait un gros buzz autour du cinéma coréen, autour de Old Boy, notamment Chan-wook Park, ces réalisateurs-là. Là, on avait l'impression que ça s'était un petit peu ralenti, mais je pense que Parasite marque le retour en force du cinéma coréen, qui sont tellement bons, ces cinéastes-là, pour mélanger différentes tonalités, autant de la grosse tragédie, mais c'est très drôle et c'est jamais trop cabotin. Ils abordent des thèmes qui sont universels. J'ai l'impression que c'est eux qui sont les meilleurs pour faire des nouvelles tragédies. Là, vraiment, il y a des œuvres qui ont la portée, mettons, j'allais dire de Shakespeare. Là. Je suis un peu dans l'hyperbole, là, on s'entend, mais il y a quelque chose qui rappelle un peu la charge émotive de grandes tragédies classiques, mais dans un contexte super contemporain auquel on peut s'identifier. Les métaphores sont efficaces du début à la fin. Vraiment, Parasite, là, allez voir ça. Ouais, ça vaut vraiment la peine. Très hâte de le voir, t'as dit beau bien. Je pense que c'est au parc puis au forum si vous êtes à Montréal. De mémoire, il est sur ma liste, là, j'ai juste manqué de temps un petit peu, ça a l'air absolument excellent. Sinon, c'est la finale de Watchmen en fin de semaine sur HBO. Puis j'en ai pas parlé la semaine passée parce qu'on n'a pas eu le temps, là, mais les Barbares de la Malbaie, allez-y.
Beau film québécois, puis c'est pas vraiment un film de hockey. Fausse publicité au niveau de la bande-annonce. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ça, puis je pense qu'il y a 2 minutes et quart de hockey dans le film. Donc, ça vaut la peine d'encourager notre cinéma d'ici, sinon le cinéma d'auteur pour que les petites salles vivent un petit peu plus. Sinon, encourager iHeartRadio parce qu'ils nous propulsent cette merveilleuse balado-diffusion-là. iTunes, Spotify, Google Play, name it, peut-être même par fax chez ta grand-mère pour le temps des fêtes. On va être là pour la semaine prochaine pour finir l'année en beauté et on va vous donner aussi notre calendrier des fêtes et tout ça avec beaucoup d'amour, puis peut-être même François. Ah, ben on l'espère. Écoute, t'es bon, Stéphane, mais t'es pas François. Non, ça manque de François. Qu'est-ce que tu veux? Une chance, je suis beau. Ouais, une chance, t'es beau. C'est tout. Bon, ben, à la semaine prochaine. Salut, là.